Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa, experte en stratégie destinée aux réseaux sociaux. Bonjour Mélissa. Salut, Stella Marie, merci pour l'invitation, c'est super gentil. Avec plaisir. D'être là. Merci à toi d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Ouais, donc moi c'est Mélissa et comme tu l'as dit, j'ai une casquette d'experte en marketing digital. C'est vrai que je me suis focalisée sur les réseaux sociaux et la création de contenu. Et donc je suis à la fois employée et à mon compte. Donc j'ai un boulot fixe et à côté je fais aussi des missions freelance pour les entreprises qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, enfin se lancer ou bien qui sont déjà sur les réseaux sociaux mais qui veulent accélérer leur présence ou améliorer leur présence, etc. Et donc je baigne dans le digital depuis, on dirait, une petite quinzaine d'années. Et du coup, ça fait que j'ai plusieurs activités liées à ça, dont aussi l'organisation avec d'autres membres des cafés numériques Liège. Donc, c'est en fait un événement qu'on organise une fois par mois à Liège, dans un endroit qui est tout le temps le même, c'est ce qu'on appelle la Grand Poste. Et donc, on fait venir des intervenants, des experts sur une thématique liée au numérique, au digital. Et ces derniers mois, on s'est beaucoup focalisé sur l'intelligence artificielle dans différents domaines. Dernièrement, c'était la finance. Avant ça, c'était l'architecture. Début d'année, j'étais spécialisée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le fait d'être dans le digital fait que je touche un peu à tout. Et ça me plaît. Et à côté de ça, je lis aussi beaucoup. La lecture m'a amené à faire différentes rencontres et aussi à élargir on va dire, mes activités, dans le sens où je suis aussi chroniqueuse littéraire pour Les Grenades. Donc, Les Grenades, qui est un média qui interroge les questions de genre et qui est diffusé sur la RTBF. Donc, la RTBF, c'est pour les personnes qui viennent de France et qui nous écoutent, ou en Suisse. Par exemple, en Suisse, c'est RTS. Et en France, c'est l'équivalent de France 2, quoi. Donc France Télévisions, on va dire. Et alors, du coup, j'écris des chroniques littéraires pour mettre en valeur, plus particulièrement, des auteurs et des autrices issus de la diversité, parce que voilà, je pense que il y a un manque quand même à ce niveau-là. Et depuis quelques années, en fait, que ce soit dans le numérique ou dans la littérature, j'essaie de mettre en avant des profils qu'on ne valorise pas assez ou peu. Et donc, voilà, je me suis un peu fait ce combat-là. Et sinon, je suis maman d'une petite fille de 2 ans, je suis mariée depuis 6 ans, j'habite à Liège et j'aime aussi faire beaucoup de sport, manger, sortir, et voilà. Ok. Oui, tu as présenté tout ton profil de manière très complète. Avant d'un peu disséquer, on va dire, ton activité d'experte, est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire, ce qui t'a amené à faire ce métier? Ouais, donc moi j'ai une formation en communication. En fait, de base, quand j'ai fini mes études secondaires, je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre faire infirmière ou travailler dans la pub et dans le dessin, parce que j'aimais bien dessiner. Finalement, je me suis laissée emporter par ma passion. Donc, je me suis orientée d'abord vers une école de publicité où c'était plus lié à l'artistique et à la maîtrise du dessin, de l'image, etc. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas mon truc. Et donc, je me suis plus orientée vers la communication stratégique des entreprises. Donc, j'ai fait un premier bachelier à Liège et puis j'ai fait un master en communication à Louvain-la-Neuve. Donc, c'est aussi une petite ville de la Belgique francophone, mais qui est plus... c'est une ville qui a été créée pour les études, quoi. Enfin, je peux passer l'histoire de cette ville parce qu'elle est un peu complexe. Bon, bref.
Donc, j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs stages en entreprise et donc, ça m'a vraiment permis de passer de l'agence à justement l'annonceur, toucher à la publicité, toucher à la communication plus classique. Et au fil des années, avec les stages que j'ai eus, je me suis vite rendu compte que je ne voulais pas travailler en agence, que je préférais vraiment le monde des entreprises. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler, de faire des stages chez Solvay, puis de travailler chez L'Oréal Group. Et puis, alors, je suis revenue sur des marques belges, donc chez une marque qui s'appelle Icewatch, qui fait des montres, différents types de montres. Et j'ai envie de rester dans le secteur de la mode, donc j'ai trouvé un boulot d'assistant de marketing dans une enseigne de prêt-à-porter en Belgique aussi. Et donc ça a duré 4 ans. Et au bout de 4 ans et demi, 4 ans et demi, j'en avais un peu marre d'être dans le secteur du prêt-à-porter, etc. Et j'avais plus envie d'être dans ce qu'on appelle le B2B, donc dans le service aux entreprises. Et là, j'ai cherché à me réorienter, mais toujours dans le marketing digital. Et c'est là que je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Donc, c'est vraiment une entreprise c'est une entreprise de service public qui aide justement les entreprises belges situées en Wallonie. Parce qu'en Belgique, on a une division en Wallonie, Flandre et à Bruxelles au milieu. Et aussi, on oublie à chaque fois, mais aussi une région germanophone. On les oublie à chaque fois, ceux-là, parce que ils ne sont pas beaucoup. Et donc, nous, en fait, on finance des entreprises wallonnes. On apporte des solutions de financement à ces sociétés-là qui viennent en complément de ce que proposent les banques, quoi. Et du coup, le fait d'être dans ce secteur-là, ça m'a vraiment permis de toucher à différents types de secteurs, parce qu'on accompagne des entreprises qui font des levées de fonds dans l'innovation, dans le digital, mais aussi dans la transition énergétique, dans ce qu'on appelle les life sciences, donc les sciences de la vie. Donc c'est vraiment, on va vraiment de manière assez large toucher beaucoup de secteurs. Et comme Liège et la Wallonie de manière générale, c'est un petit monde, ça permet vraiment d'être en contact avec beaucoup d'entreprises, des chefs d'entreprise et de bien connaître le milieu aussi de l'entrepreneuriat. Ça me plaisait beaucoup. Et à force de côtoyer ce milieu-là, j'ai eu envie d'avoir mon activité à moi aussi sur le côté. Donc, j'ai lancé mon activité un peu après la naissance de ma fille en 2022. Et donc, depuis 2022, en plus de mon activité, en plus de mon emploi donc dans cette branche de la finance, je propose des services de conseil, de coaching, d'accompagnement, de formation aux entreprises qui veulent améliorer leur présence sur le web. D'accord. Et ouais, donc tu touches un peu à tout. Tu te restes, on va dire, dans les domaines d'application. Non. Okay. Oui, j'aime vraiment bien cette possibilité. Enfin, ici, le fait d'avoir les deux, donc d'avoir un CDI et d'avoir cette activité de freelance, ça me permet de toucher à tout parce que j'ai des clients dans différents secteurs et je passe de projet en projet, quoi. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite et donc j'ai besoin d'être stimulée, de bouger, etc. Et donc, cette activité me permet de le faire, quoi. D'accord. Ouais, ça va, c'est pas trop prenant d'avoir. Est-ce que tu es en temps plein dans ton activité? Non, du coup, en fait, pour lancer mon activité, donc, au début, oui, j'étais. Donc, je suis restée à temps plein pendant. Donc, je suis revenue de mon congé maternité. J'ai annoncé que je voulais lancer mon activité de freelance. Donc, je suis restée à temps plein pendant 5 mois. C'était dur parce que j'ai lancé l'activité, j'avais mes premiers clients. Puis, on avait notre fille aussi qui n'avait pas encore 1 an. Donc, c'était assez hard. Mais bon, voilà, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait, ça a été. Et du coup, là, je suis passée à 3 jours par semaine chez mon employeur et 2 jours que je dédie à mon activité, quoi. Donc, et là, c'est entre guillemets un peu plus respirable et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus à l'aise aussi auprès de mes clients parce que j'avais vraiment 2 jours dédiés à ça. Et donc voilà, là, c'est plus confortable. Maintenant, je ne sais pas comment va se profiler la suite. Je réfléchis à rester dans cette formule-là ou prolonger, ou alors à repasser à temps plein. Bon, c'est encore
d'autres questionnements, quoi. Mais pour le moment, je trouve que c'est vraiment l'équilibre qui me convient mieux. Ok. Ouais, écoute, je te souhaite que ça continue comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à lier ces compétences-là que tu as acquises en marketing avec la lecture? Ah oui, en fait, de base, mon compte Instagram, je l'utilisais pour partager des photos perso, etc. Enfin, voilà. Et puis alors, un peu comme beaucoup, pendant le confinement, je me suis dit, bon, faut bien s'occuper. Donc, je m'occupais avec le travail, c'est pas ça, mais comme beaucoup, je passais beaucoup de temps sur les réseaux et donc et je lisais aussi quand même pas mal. Enfin, j'avais recommencé à lire un peu plus. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de me servir de mon compte Instagram comme laboratoire pour les choses que je vais mettre en place au travail. D'abord, c'était juste pour ça. Et donc, du coup, je testais des choses, etc. Enfin, voilà, je mettais en pratique. Je me formais un peu plus sur Instagram. Enfin, j'essayais vraiment juste d'améliorer un peu mes compétences en marketing de manière générale et sur Insta. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a plu. Et donc, j'ai vraiment, j'ai réussi à faire grandir ma communauté, avoir aussi des demandes de partenariat avec des maisons d'édition. Et je me suis dit, ce que j'ai fait là, je peux l'expliquer à d'autres et je peux expliquer le mécanisme à d'autres. Et donc, c'est vraiment de base pour ça aussi que je l'ai fait, quoi. J'avais envie de pouvoir dire, j'avais pas envie de juste donner de la théorie et dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ci, et sans l'avoir appliqué moi-même. Je me suis vraiment servi de mon propre compte pour avoir des choses tangibles à montrer et à expliquer. D'accord. Ouais, donc tu as réussi à transposer ce que tu as créé sur Bookstagram et avec tes clientes dans d'autres domaines. Oui, exactement. Ouais. Parce que une chose qui me frustrait, entre guillemets, quand je suivais des formations avec des experts en marketing, en fait, il y en a beaucoup qui s'autoproclament experts, etc. Et puis, tu vas voir leur profil, tu te dis, ça va, c'est pas ouf non plus. Et, ou alors, ils sont un peu old school, enfin voilà. Et du coup, moi, j'avais envie de pouvoir expliquer en montrant des exemples concrets de choses que j'avais mises en place, oui. Et de pouvoir, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça ailleurs qu'en Belgique, mais. En France, on dit aussi. Ok, voilà. C'est une expression des années 50, mais bon. Et voilà, j'avais envie d'être dans le concret, quoi, parce que c'est le genre d'experts qui disent oui, je sais, mais en fait, qui n'ont jamais appliqué, c'est frustrant parce que tu vois vite qu'ils ont une limite dans l'application de ce que tu as besoin de faire, quoi. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que tu as une certaine démographie de clients et clientes en termes d'âge ça dépend, mais c'est vrai que je remarque que je dirais que ce sont souvent des femmes qui viennent me trouver, soit chef d'entreprise, soit employée. Par exemple, ici dernièrement, c'était une responsable RH d'une entreprise dans l'économie, dans la transition énergétique, etc. Et ce sont souvent les femmes qui viennent me trouver, donc qui ont des postes à responsabilité. Soit j'avais une responsable d'une agence de communication qui va me contacter. En fait, j'ai une bonne activité sur LinkedIn, donc c'est le réseau social professionnel. Et donc, c'est souvent via ce canal-là que les personnes viennent me trouver pour le business. Okay. Et donc, étant donné que je prends des positions ou un positionnement où je m'adresse soit clairement aux femmes, ou alors les gens qui vont voir mon profil voient que je suis clairement engagée sur certaines thématiques. Je pense que j'attire aussi ce type de profil-là qui va après venir me suivre sur Instagram, voient ce que je fais, puis après ils disent, de fil en aiguille, ils me disent j'aimerais bien travailler avec vous, quoi. Mais la plupart du temps, oui, ce sont des femmes qui ont des postes importants dans des entreprises, ou alors des petits entrepreneurs aussi qui viennent me trouver. J'ai vraiment de tout. Des petits entrepreneurs, quand je dis, petits entrepreneurs, parce que
ouais, j'ai ça, mais j'ai aussi des chefs d'entreprise, entre guillemets, assez âgés qui veulent se remettre à la page. Enfin, j'ai vraiment de tout. De tout. Ok, c'est hyper intéressant. Mm. Et du coup, tu en retires quoi du coup de l'expérience sur Bookstagram enfin, et le marketing que tu as appliqué Bah, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise avec mes connaissances et mes compétences, de me sentir légitime en fait dans ce que je disais. Parce que ça, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment servi de laboratoire et de pouvoir appliquer des choses que j'explique. Ça prend du sens en fait. Et en plus, j'applique pour des choses pour une thématique qui me plaît, dans laquelle je me sens à l'aise et pour laquelle j'ai envie de m'investir aussi. Donc ça, c'est aussi important parce que voilà, on sait bien créer du contenu en soi, peu importe la thématique. Des fois, ça peut lasser. En fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui se sont lancés pendant le confinement et puis qui ont disparu. Parce qu'il faut être régulier en fait dans sa création de contenu, que ce soit via des petites stories ou alors avec des partages ou alors avec des contacts réguliers avec sa communauté. Il faut vraiment faut être là. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir cette régularité-là. Donc, non seulement ça m'a appris enfin, ça m'a donné la possibilité de gagner en confiance et d'être légitime, ça m'a aussi créé une communauté de personnes avec qui je suis régulièrement en contact. On s'échange des avis sur des livres, on partage des avis sur des thématiques qui qui sont dans les livres, mais qui vont au-delà de juste le livre. Et enfin, on va dire globalement, ce sont ces deux points-là. Et après, oui, il y a l'expérience que c'est de pouvoir partager, le plaisir aussi que c'est. Et puis après, le fait de pouvoir faire des partenariats avec des maisons d'édition, enfin, je ne pensais pas que ça serait possible, entre guillemets, pour moi. Donc, voilà. Ouais, pareil. Il y a 4 ans, j'aurais jamais pensé enfin, ouais, avoir tout ce que j'ai. Tu as aussi des partenariats avec des maisons d'édition. Ouais, enfin, même en termes de relations presse ou même avec d'autres créateurs de contenu. Oui, c'est ça. Après, moi, je suis pas dans des listes de partenaires à proprement parler parce que recevoir tout un catalogue, ça ne m'intéresse pas forcément. Ouais. Et je préfère faire des demandes ponctuelles. Voilà. Bon, après, ça reste quand même assez limité. Hein. Moi, je m'en plains pas. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas. Parce qu'après, il faut aussi savoir suivre. Je dis ça dans le sens où j'ai reçu récemment, parce que ces derniers temps, c'était un peu plus chargé pour moi, parce que j'étais un peu malade, et puis je prépare un déménagement, il y a une autre petite qui ne dort pas, donc il y a des périodes comme ça où tout se met, et donc la seule chose, j'avais ma petite routine de quelques pages tous les jours, là, je n'ai pas su le faire, et il y a une autrice qui m'avait contactée pour lire son livre, donc, je lui ai dit, ouais, ok, d'accord, je le fais, je le dirai pour tel mois. Le mois est passé, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je suis débordée. Et puis, le mois d'après, je l'ai relancé pour lui dire, écoute, en fait, non, ça ne va pas aller, j'ai trop et je ne saurais pas le faire. Donc, c'est bien quand c'est valorisant quand on est dans une liste de maisons d'édition, de relations presse, etc., pour se dire, ok, je sais que je vais toujours être alimenté en livre ou je suis valorisée parce que on sait dire qu'on apprécie mon travail, etc., et que je suis reconnue dans le secteur, dans le milieu Bookstagram, etc. Mais après, il faut savoir aussi lire ça. Enfin, les chroniques, moi, j'ai plein de livres que j'ai lus ici et que j'ai déjà les photos, mais juste par fatigue, je n'ai pas encore posté. Ça fait plusieurs semaines que je me dis, allez, cette semaine, je le poste. Et en fait, non, parce que je me dis, après, il faut répondre aux commentaires. Et donc, c'est ça aussi qui n'est pas toujours. Non, c'est pas ma. Pour le moment, c'était un peu compliqué. Donc, Oui, c'est ça. Il faut se rendre disponible tout le temps. Et en plus, il n'y a pas forcément de rétribution. À part ta propre fierté et ton propre plaisir pour la lecture, tu n'as pas de rétribution financière derrière pour la majeure partie des gens. Donc, il faut prioriser. C'est clair. Écoute, on va aborder la partie sur tes goûts littéraires.
est-ce que la lecture a toujours fait partie de ta vie? Euh, Oui et non. Enfin, oui, mais on va dire en fonction par phase, entre guillemets. C'est-à-dire que je me souviens, et c'est ma sœur qui m'en a reparlé il n'y a pas si longtemps, que enfin, déjà, moi, quand j'étais aux études, je passais beaucoup de temps en bibliothèque, que ce soit en secondaire ou quoi, donc j'aimais bien un peu regarder les livres. Notre père nous ramenait aussi souvent, quand on était petite, avec ma sœur, des BD, etc., à lire. Enfin, donc il y avait toujours de quoi lire, quoi. C'était pas une maison, parce que je sais qu'il y a des maisons où des livres, entre guillemets, ça n'existait pas, à part ceux de l'école où on est obligé. Donc, on va dire qu'il y a toujours eu des livres à la maison. Mon père nous a souvent poussé à ça aussi. Et j'aimais bien aussi un petit rituel que j'avais avec une de mes petites sœurs, c'était d'aller à la bibliothèque à Liège, de trouver des livres et passer un peu du temps là-bas. Donc, ça, c'est quand j'étais plus jeune. Puis, pendant une longue période, j'ai plus rien lu, rien de spécial. Et puis, je suis un peu retombée dedans avec des livres style Pancol ou Marc Lévy, toutes ces choses-là, parce que c'est des lectures faciles, agréables et tout. Et puis, il y a vraiment eu cette relance pendant le confinement. Il y a aussi eu le fait que ça a été, enfin, l'événement qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, ça a quand même aussi beaucoup bousculé aussi mon envie de partage de lecture et les thématiques que j'avais envie de partager. Parce que de base, en fait, avant que ça arrive, avant qu'il y ait ce meurtre, j'avais en tête de créer un compte Instagram pour valoriser les femmes noires et la communauté noire dans la culture. Et puis voilà, je réfléchissais à comment faire, etc. Et puis il y a eu l'événement tragique avec George Floyd. Et puis je me suis dit, peut-être que le partage de livres et d'auteurs et d'autrices qui parlent de ce qu'on vit et qui parlent aussi juste, enfin, qui montrent aussi des auteurs de manière générale de nos cultures, de différentes cultures africaines, juste montrer le travail qu'ils font. C'est peut-être ce créneau-là qui doit être pris. Et parler aussi des questions de genre aussi, parce que notamment aussi pendant le confinement, on a aussi vu l'augmentation de violences conjugales faites sur les femmes. Et donc, ça a vraiment été une période assez charnière. Un an avant ça, en fait, aussi, un an avant le confinement, on a perdu notre premier enfant avec mon mari. Et donc, ça a aussi été un choc pour moi, parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de la grossesse, des problèmes de fertilité, des problèmes qu'un couple peut rencontrer quand il doit commencer un parcours de PMA. Est-ce qu'il y a des livres qui existent autour de ça? Et donc, moi, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Donc, toutes ces questions-là, en fait, je me suis dit, à un moment, il faut les partager. Enfin, j'avais besoin de les partager parce que moi, j'étais à la recherche de réponses par rapport à ces thématiques-là. Et du coup, je me suis dit que j'allais les partager. Et donc, j'ai commencé à parler ça sur mon compte. Et donc, c'est à ce moment-là que mon compte a basculé de profil où je mets mes photos random comme ça, avec tout et n'importe quoi, qui sont toujours là d'ailleurs. Des fois, je me dis, est-ce que je les efface ou pas? Mais donc, si on voit sur mon profil, on va voir en scrollant très loin qu'il y a des photos. Franchement, j'ai honte. Mais ça fait partie de la vie. Et donc, j'ai vraiment basculé en 2020 avec tous ces questionnements-là. Et je ne regrette pas parce qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, et il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander des références de livres sur les problèmes de fertilité, la PMA, le deuil périnatal. Et entre guillemets, j'étais contente qu'elle me pose la question parce que je lui ai dit, écoute, mon compte, il est là pour ça, en fait, pour qu'il puisse servir à des personnes qui se posent des questions sur un sujet et qui ne savent pas vers qui ou quoi se tourner et pour qui le livre, ça pourrait être une première porte d'entrée. Après, chacun trouve les réponses ou les solutions à sa manière. Il y en a pour qui ça va être l'église, il y en a pour qui ça va être la méditation, il y en a pour qui ça va être la peinture. Enfin, chacun va essayer de trouver sa manière de résoudre un problème ou de trouver une solution à un problème. Mais pour moi, quand j'ai vécu la perte de notre fille, et puis après, toutes ces questions sur le genre et sur le racisme, etc., je trouvais que d'autres auteurs
traduisait de ce qu'on pouvait vivre ou expliquait, je trouvais que c'était important de partager les éléments essentiels de ces livres. Et donc, voilà, je sais plus si je sais même pas si je réponds à ta question, mais Si, bah, t'étais partie du. Enfin, comment la lecture a commencé à faire partie de ah oui, ta oui, oui, vie c'est et ça, après, oui. Ouais, ouais. Et donc, t'as oui, eu là, de c'est ça. l'enfance à aujourd'hui. Oui, c'est ça, et de l'enfance à aujourd'hui. Et donc là, entre guillemets, ça a pris un tournant plus engagé, on va dire. Mm. Et c'est vrai que du coup, maintenant avec le fait d'avoir un enfant, mes lectures, je les choisis aussi, parce que je me dis, enfin, je les choisis vraiment, allez, j'aime pas perdre de temps avec une lecture qui me saoule, quoi. Et donc, c'est vraiment mon moment, quoi. Donc, ça fait vraiment partie ouais, de mon quotidien. Et en vacances, j'ai toujours une pile de livres. Je pars à chaque fois avec 5 livres, même si je reste 5 jours. Je me dis à chaque fois un par jour. Je me dis, allez, il faut que je rentabilise mon temps, etc. Ouais, Donc, c'est ça, c'est psychologique, tu as besoin d'avoir des livres autour de toi. ouais, vraiment, vraiment. Si je suis à l'aéroport et que j'ai bien un livre, enfin, j'ai toujours un livre sur moi, en fait. C'est vraiment genre. Ouais, c'est devenu vraiment mon truc, quoi. Donc, ouais, les bibliothèques, j'adore, les librairies, enfin, j'aime bien ce genre d'endroit. Donc, voilà, j'essaie de faire un maximum aussi pour que ma fille lise et qu'elle aime la lecture. Donc, depuis qu'elle est née, je crois qu'elle avait à peine 5 jours qu'on lui lisait, enfin, on lui lisait déjà des livres. Et je dis ça parce que je sais aussi qu'il y a des parents qui attendent que l'enfant ait, je sais pas, 1 an ou 10 mois, ce genre de choses pour commencer à lire, alors qu'en soi, c'est un premier vrai contact qui se crée avec l'enfant et il comprend déjà, pas forcément l'histoire, mais il comprend ce qui est en train de se passer, quoi. Il y a la relation qui est en train de se créer. Donc, enfin, voilà. Pour moi, même au-delà du fait de penser au fait de créer une relation, c'est juste vraiment le plaisir de lui dire tiens, regarde telle forme, fais ceci, fais cela. Enfin, voilà, Ouais, tu partages ta passion. ouais, Ça exactement. fait. Et elle aime bien. Tu Enfin, arrives moi, à discerner ce qu'elle aime bien ou même avant, même si elle a qu'un an. maintenant, elle a 2 ans. Et Ah, ouais, maintenant, elle a 2 ans. Et ouais, je commence à voir aussi, enfin, après. À cet âge-là, ça tourne vite autour des choupies, etc. Petit loup. Mais je l'ai déjà lu comme 1 million de papillons noirs de Lohan Safou. Donc ça, j'essaie quand même de. Enfin, maintenant qu'elle est un peu plus grande, je lui lis des histoires un peu plus longues et elle aime bien. Après, c'est juste parce que après c'est des longues histoires aussi des fois et que des fois en plus, comme je dis souvent le soir, ou alors après l'école, mais après l'école, ça va. Mais le soir, quand je vois qu'elle commence à chipoter et qu'elle veut juste lire une longue histoire pour ne pas dormir, là, ce genre de livre, ça, c'est hors de question. Donc, je bascule sur un choupi avec 5 pages et hop, on est expédié au lit. Donc, elle est maligne. oui, franchement, à cet âge-là, ils sont très, très malins, ces enfants. Donc, ils savent quel livre prendre. Ça, elle a eu pour son anniversaire un livre, une Bible de tous les Disney, les raccourcis de Disney. Donc, c'est évidemment celui-là qu'elle veut qu'on lise. Donc, à chaque fois, il faut que je dis une histoire, pas toutes les histoires. Et donc voilà, elle sait quoi choisir pour que je reste longtemps avec elle dans sa chambre, quoi. Bon, c'est mieux. Après, quand elle grandira, elle pourra passer tout le temps qu'elle veut. Oui, c'est sûr. Moi, après, je dis ça en rigolant aussi, mais c'est des beaux moments, en fait, en soi, parce que je sais que ça passera vite, quoi. Donc voilà, ça me fait rire. Et est-ce que tu as un genre de prédilection ou pas? Mmh, non, pour le moment, comme je suis dans une phase où je suis pas mal fatiguée, j'aime bien les romans d'amour. D'accord. Les romans à l'eau de rose, là, c'est facile, ça se lit vite, hop, 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 quelques pages, et puis c'est fait. Sinon, ça, c'est mon péché mignon, ça, parce que c'est Harlan Coben, Ouais, franchement. mon grand-père, il lisait beaucoup. Ouais. Hein? Mon grand-père, il lisait beaucoup. Ouais, là, mais ça, c'est un peu mon péché mignon de la lecture. Parce que ça aussi, pareil, en fait, quand je lis ce genre de livre, j'ai l'impression de lire. Enfin, c'est comme si mon cerveau se reposait et que je disais un truc style. Enfin, je regardais une série style Les Feux de l'amour, un truc comme ça. Il y a tellement trop de rebondissements improbables que voilà, ça me détend le cerveau.
Sinon, j'ai pas forcément de genre en particulier. Là, je suis beaucoup dans des livres sociologiques qui racontent beaucoup l'histoire des Afro-Américains ou des Africains d'Afrique ou des Africains en Europe, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, ce sont pas vraiment des romans, enfin, c'est pas du tout des romans, mais c'est plutôt des livres sur. Une fiction. Voilà. Ouais. Mm. D'accord. Et d'ailleurs, en roman, si tu cherches, il y a. Et je sais pas si tu en as entendu parler, il y a Elodie Wood qui a écrit une romance noire qui s'appelle How to Fall for Love. Elodie, comment? Elodie Wood, elle a son compte, c'est La Bouctier, c'est une créatrice de contenu qui est aussi Ah ouais, je vais aller autrice. voir. Je vais aller voir. Bah oui, mais j'aime bien découvrir des nouveaux profils aussi. Et, on a des très belles surprises. Moi, j'ai eu des très belles surprises avec des jeunes petites autrices, des nouvelles autrices. Et c'est vrai que du coup, je m'oriente aussi par choix, majoritairement vers des autrices que des auteurs aussi. Donc, du coup, ça limite aussi le champ. Enfin, ça limite. On croit que c'est limite, mais en fait, pas nécessairement. Mais, et de préférence aussi des personnes d'origine africaine, afro-américaine ou juste non européenne pour un peu aller voir ailleurs, entre guillemets. Donc, ouais. D'accord. Écoute, avant de passer à la fin du podcast, est-ce que tu as une lecture à recommander en fonction de tes... Oui, ben là, je viens de terminer La parole aux négresses. Et en fait, c'est un livre qui a été réédité. Ouais. Tu l'as lu aussi? Non, je ne l'ai pas lu, j'ai vu qu'il est sorti, qu'il est ressorti il n'y a pas Ouais, longtemps. il est sorti ici en mai. Et en fait, c'est un livre donc, comment dire, qui est construit comme une forme d'interview de femmes à travers l'Afrique. Et donc, qui veut, comme le dit son titre, vraiment laisser la parole à ces femmes-là sur les questions de mariage, mariage multiple, excision, qu'est-ce qu'il y a encore vraiment donc, comment en fait le fil conducteur c'est comment la, la, les traditions euh, euh, aident à garder la culture africaine. Dans quelle mesure est-ce que ça permet de garder cette culture africaine? Et souvent en fait ces traditions qui pour celles qu'elle décrit en tout cas dans le livre qui sont pas forcément au bénéfice des femmes, elles sont utilisées comme prétexte pour diminuer en fait d'une certaine manière les femmes. Et c'est intéressant du coup de voir, du coup ce livre il a été écrit, si je ne me trompe pas, dans les années 70, j'ai plus la date exactement en tête, fin des années 70. Et tu te rends compte en fait en lisant qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont d'actualité aujourd'hui, qui n'ont pas nécessairement évolué. Et tu dis waouh, c'était tellement avant-gardiste aussi sur le fait de mettre en relation les différentes luttes des femmes, parce que c'est aussi une question qu'elle aborde, le fait que finalement, quand on parle de féminisme ou de questions d'engagement des femmes, on va toujours mettre en avant les suffragettes qu'on a vues X fois en cours d'histoire, etc. Et encore, les suffragettes, c'est vraiment une toute petite partie des cours d'histoire. Mais bon, donc on revient sur les femmes qui ont milité en France, en Angleterre. Et en fait, on donne l'impression que les femmes africaines, qu'elles sont en Europe ou ailleurs ou en Afrique, elles n'ont pas leur mot à dire ou qu'elles n'avaient rien à dire ou qu'elles étaient soumises. C'est ça, c'est ça. Et donc, je trouvais ça super intéressant d'avoir déjà ce regard-là et d'oser le dire parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui osaient prendre ce parti fin des années 70. Et voilà, c'est vraiment
c'est considéré comme un des livres fondamentaux du féminisme africain. Et franchement, ça envoie une belle claque. Et de manière générale, les livres donc c'est la maison d'édition Les Divergences, pardon, ils ont une belle sélection de livres aussi, donc, dans cette maison d'édition. Donc, j'encourage vraiment à aller voir un peu ce qu'ils font, mettre aussi beaucoup en avant, majoritairement en avant, les questions de genre. Et quand on s'y intéresse, il y a vraiment pas mal d'auteurs et d'autrices à aller découvrir via cette maison d'édition. Donc, ça, c'était une de mes dernières lectures. Puis, j'ai basculé vers un roman à l'eau de rose. Donc, D'accord. Merci beaucoup pour ta recommandation. Est-ce que tu as des points sur lesquels tu voudrais revenir, plus approfondir avant de passer à la conclusion? Bon, je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Je réfléchis en même temps. Peut-être juste, peut-être le fait de la possibilité je trouve ça chouette en fait que, pour revenir aussi à mon métier de créatrice de contenu et de créatrice et d'experte en marketing digital, une chose que je trouve vraiment extraordinaire et hyper bien dans les médias, c'est que, entre guillemets, tout le monde peut devenir son propre média. Et cette prise de conscience, même si je le savais, en fait, que ça fait des années, notamment, que je vis ça, mais le fait de se dire que les médias classiques ne nous laissent pas la parole, et du coup, on va prendre la parole, nous, via d'autres médias, et de se créer des communautés, de donner de la visibilité, etc., grâce aux médias sociaux. Je trouve ça génial, en fait. Franchement, c'est juste dingue. Et dès le moment où on comprend ça et où on prend le temps de nourrir ça, ça peut vraiment faire des choses extraordinaires. Donc, moi, j'encourage, s'il y a des personnes qui écoutent ton podcast et qui se disent, ah tiens, est-ce que je devrais lancer mon média, que ce soit un podcast, que ce soit une newsletter sur LinkedIn, sur TikTok, peu importe, et qu'elle a un sujet qui lui tient à cœur et qu'elle soit pas assez mise en avant via les médias classiques ou pas assez représentée, entre guillemets, tout simplement, via les médias classiques. Ça vaut vraiment la peine de se lancer parce que non seulement c'est utile pour soi parce qu'on se sent valorisé, ça garde aussi une trace, c'est utile pour les personnes qui vont tomber dessus, qui vont se dire, ah tiens, on vit les mêmes problèmes. C'est vraiment, je crois que c'est une des meilleures inventions du monde en fait. Ouais, c'est vrai que dès que tu conscientises un peu tout ce qui se passe et que tu as envie d'en apprendre plus, tu as tout un champ des possibles. Après, oui, il faut avoir le temps, l'énergie. Ça coûte un petit peu d'argent aussi parfois selon ce que tu veux proposer. Donc, c'est accessible, mais en même temps, pas tant que ça, parce que ça dépend aussi de notre cadre de vie. Enfin, il y a plein de facteurs. Ouais, c'est clair. C'est clair que oui, il faut avoir les possibilités. Après, ce que je trouve bien, par exemple, avec un TikTok, par exemple, un réseau social comme TikTok, c'est que ce qui a fait son succès aussi, c'est le fait que ce soit, entre guillemets, sans filtre, que les personnes viennent, entre guillemets, quand je dis sans filtre, je veux dire que ce soit pas tout retouché, tout propre, tout beau, tout net, comme on avait sur Instagram avec des feeds hyper léchés, hyper travaillés, etc. On n'est pas du tout dans la même ambiance. Et donc, du coup, ça a démocratisé en fait le fait d'être juste créateur de contenu. Oui, l'accès. De 15 ans en arrière pour être créateur de contenu, ou allez, on va dire 20 ans. Il y avait une chaîne YouTube il y a 15-20 ans, c'est des gens qui étaient équipés avec je sais pas quel matériel, etc. Enfin, il fallait vraiment être hyper équipé. Que là maintenant, entre guillemets, un smartphone, ça fait l'affaire. Et je pense que ça peut encore se trouver facilement. Et, on n'est pas équipé avec ça, mais bon, je veux dire, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde que ce que ce n'était quand c'était des créateurs de contenu sur YouTube. Et puis même en termes de profil, si je reprends LinkedIn, moi j'ai commencé sur LinkedIn. Parmi les premiers posts que j'avais fait, je crois que c'était après un an après m'être lancée comme freelance, ce que je disais, c'est que
j'étais contente d'avoir osé prendre la parole parce que jusqu'à là, en fait, je pensais que c'était que des... Et c'était pas une pensée, c'était vraiment ça. Avant, on va dire avant le Covid même, ceux qui prenaient la parole sur LinkedIn, c'était que des grands chefs d'entreprise, des grands profs, etc., des experts. Enfin, donc, tu ne te sentais pas à ta place. C'était vraiment un lieu de costard-cravate et toi, tu n'as rien à dire. Et il y avait encore moins de femmes noires. Donc, j'étais vraiment genre, OK, j'ose pas commencer à publier. En plus, je travaillais encore. Donc, je me dis, oh là là, si je commence à poster, mes collègues vont voir. Enfin, voilà. Et en fait, non, c'est la meilleure chose que j'ai faite, en fait, par rapport à LinkedIn. C'est vraiment d'oser prendre la parole. Si je n'avais pas fait ça, devoir payer une publicité sur TF1 ou France 2 ou peu importe le truc pour être vue, je ne sais même pas combien ça va me coûter. Enfin, je vais encore attendre 2 heures devant leur bureau pour qu'ils viennent m'interviewer pour me dire, pour me présenter mon activité. Donc, ça donne vraiment la possibilité aller, on va dire, à tout le monde avec les moyens qu'on peut se donner et que notre environnement peut nous donner, comme tu disais, et qu'on veut bien aussi mettre. Il y en a plein d'autres. La situation, enfin, je veux dire, tous ces gens-là, ils ont commencé, ils ont dit, OK, moi, ça me parle pas en fait ce qu'on montre là. Je vais créer mon média, ça va parler à des personnes comme moi, et je vais créer une communauté, ou alors je vais essayer. Et puis voilà, les choses se sont faites et ça a grandi. Et, après, ça demande beaucoup d'investissement. Quand on voit le travail que Léna Situation fait en août, là, avec ses vlogs d'août, c'est un travail de malade. On ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière. Pareil pour la création d'un podcast. Tu vois, pour avoir fait un petit peu il y a quelques temps, au début du confinement, je sais qu'un podcast, ça prend du temps. Tu vois, les gens s'imaginent, si tu parles derrière un micro, c'est bon, c'est facile, c'est cool, tu mets un petit jingle et voilà. Voilà, tu vois, je pense que ça te parle. C'est bien que ce n'est pas du tout ça. Mais les gens aiment bien voir la facilité, ils aiment bien voir ils voient le résultat, mais ils ne voient pas tout ce qui se cache derrière, en fait. Donc, oui, c'est accessible à tout le monde, mais la longévité et la rigueur, la régularité, ça, c'est tout le monde ne se donne pas ces moyens-là. Et donc, voilà, pour réussir à créer son média, il faut aussi avoir cette conscience de ces éléments-là. Pour moi, c'est les éléments même les plus importants, en fait. La régularité et l'investissement, le sérieux qu'on va donner à ça. Je pense aussi quand les gens vont percevoir ton contenu, est-ce qu'ils vont trouver ça qualitatif ou pas. Ouais. Donc voilà. Merci pour cette précision. J'ai 2 questions à te poser avant de conclure. Déjà, quel invité tu verrais sur ce podcast? Je ne sais pas si tu l'as déjà eu, c'est Daily d'Overbooker. Je pense que tu ne l'as pas encore eu. Si, je l'ai eu. Ok. Donc j'aurais dit Daily, mais je n'ai pas écouté alors encore. Et alors, il y a un libraire que j'aime bien aussi qui est au Canada, du côté, si je ne me trompe pas, de Montréal, c'est Léo Librairie. Je pense que c'est Léo, je ne sais pas comment c'est je vais dire le profil exact, comme ça. Léo Libraire, voilà. Et lui aussi, en fait, c'est une librairie qui met en avant aussi ses engagements par rapport aux questions de genre ou aux questions de racisme. Et je trouve ça bien d'avoir aussi le regard outre-mer, en fait, outre-mer de l'Atlantique, pardon. Voilà, comme c'est en français, parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance, je trouve, sur nous. Donc, j'aime bien ce qu'ils proposent. Sinon, après, je pense qu'il y a des comptes, c'est plus pour ma partie, allez, comment on appelle ça encore, comment j'avais appelé ça, mes lectures, comment est-ce que je peux appeler ça, mes romans à l'eau de rose, mes lectures détente, pardon. Il y a Mademoiselle Lee, ça c'est Maïté, elle est en France. Elle propose plein de styles de livres, et donc là il y a un peu de tout. Et je trouve aussi que c'est intéressant aussi quand on commence la lecture de pouvoir aussi un peu toucher à tout. Donc elle est sympa aussi. Je trouve qu'elle a un chouette compte Instagram, mais c'est pas spécialement lié aux questions de racisme et de culture, etc. Mais Léo Libraire, je pense que ça pourrait être un chouette invité. Ok. J'avais déjà entendu parler de Maïté.
Mais Léo Libra, non, je ne le connais pas du tout. Donc, j'irai voir ça quand même. Ok. Merci beaucoup pour tes recommandations. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors mon compte c'est Zobadila. J'insiste sur le N Zobadila. C'est un peu comme le Mbappé là, donc, auquel les gens n'arrivent pas à trouver. Zobadila. Et donc voilà, on trouve sur Instagram facilement. Sinon sur LinkedIn aussi, où je suis quand même pas mal active aussi. Et en fait, là aussi, je partage des livres, mais là, ce sera plus des livres business ou marketing. Donc, si dans tes auditeurs, il y en a qui souhaitent se lancer dans ce secteur-là ou qui veulent en savoir plus aussi sur le marketing, ben, ils me trouveront avec mon nom, mon prénom, mon nom de famille. Donc, c'est Mélissa Tientete. Et voilà, donc ce sont les réseaux sur lesquels je suis présente aussi. Sur TikTok aussi, je suis présente, mais je suis plus présente pour regarder, rigoler. J'essaie de ne plus ouvrir cette application-là parce qu'une fois que j'ouvre TikTok, Ouais, je c'est suis ce prise dans une spirale. voilà, une spirale infernale, c'est vraiment ça. Donc voilà, mais je suis aussi sur TikTok, c'est un réseau que j'aime vraiment bien. Donc avec le même nom de Badila, mais Instagram et LinkedIn, c'est vraiment ce sur quoi je suis le plus. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange hyper constructif. Ça fait plaisir de lier la littérature et et le marketing. Euh, et ouais, c'était super chouette. J'espère que ça t'a plu. Ouais, merci à toi. Les questions, elles étaient vraiment chouettes. C'est bien aussi d'avoir ce genre de questions pour faire une rétrospective sur le pourquoi on fait les choses. Donc, c'est super intéressant. J'aime bien les questions. C'est cool. Mais écoute, je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.